tous, merci. Je vais remercier Chubri de l'invitation parce qu'elle va me donner notamment l'occasion de revenir sur un article que j'ai écrit et publié en 2015 dans la revue Sociolinguistica. Et je suis content d'en parler parce que comme c'est une revue à accès payant, si je ne me trompe pas, je ne pense pas qu'il ait été beaucoup lu. Donc je reviens dessus. Mais alors, donc cet article est basé notamment sur le cas du breton, donc ça va être mon propos aujourd'hui. Maintenant, je pense que la problématique dépasse largement le cas du breton, et vous verrez aussi que je vais revenir sur le processus de standardisation du basque, parce que c'est le modèle pour le mouvement breton, disons. Donc voilà, je vais y faire référence plusieurs fois. Donc, standardisation, je commence par quelques définitions. Enfin, une définition vague. Je ne reprends pas évidemment toutes les définitions que j'ai pu trouver et que je reprends plus en détail dans l'article. Celle de Baggioni, par exemple, Daniel Baggioni, en 1997, c'est un processus rationnel d'imposition d'une variété stabilisée et grammatisée, une variété écrite et décrite évidemment, sur un territoire donné, unifié par des institutions, entre autres culturelles linguistiques. Une autre définition serait celle que j'avais trouvée sur ethnologue.com, the development of a norm that overrides regional and social dialects. Donc ce serait au-dessus des dialectes, comme vous le voyez ici. Alors j'en profite aussi pour faire la distinction avec la notion d'orthographe, que je définis comme une convention graphique pour l'écriture d'une langue donnée. Et pour le breton notamment, on a comme orthographe dominante le pur-une-vente, qui est une tentative d'unification de différentes graphies et de prise en compte des principales variantes dialectales, mais pur-une-vente ne veut pas dire standard. Et c'est une confusion à laquelle j'ai été confronté, mais visiblement je ne suis pas le seul, puisque dans cet article qui concerne la traduction de la BD Algues Vertes, le traducteur, alors ça a été publié il y a 10 jours, hein, le traducteur revient sur les reproches qui lui ont été faits, et notamment celui d'avoir utilisé je ne sais quelle écriture, mais mon texte était en pur-une-vente et ce n'est qu'une orthographe, pas une forme de langue. Autrement dit, on lui a reproché de ne pas avoir utilisé l'écriture majoritaire, alors qu'il utilisait dans cette écriture majoritaire des variantes dialectales. J'ai eu affaire à cette confusion aussi. Pour le breton, le Pipec, Erwan Le Pipec, pardon, définit le standard breton comme quelque chose qui n'est pas un dialecte particulier qui aurait été promu, une modélisation souple, un état moyen de la langue à l'intérieur de la zone circonscrite, et dans une large mesure une abstraction livresque. Et en conclusion, pour faire simple, on peut dire qu'il s'agit de la langue décrite dans les ouvrages didactiques et prescriptifs à la disposition du grand public depuis le début du XXe siècle, manuels d'apprentissage, grammaire et dictionnaire, ces derniers dans la mesure où ils fournissent des prononciations de référence. Donc cette parenthèse est intéressante parce qu'il fait aussi le lien du coup avec l'oral dans la langue standard. Le domaine d'application que définissait le Garabide Cartea pour le basque, pour la langue standard, c'est le suivant. L'objectif était de parvenir à l'utilisation d'une langue standard, orale et écrite, dans tous les secteurs formels, émissions de radio-télévision, presse écrite, doublage de films, information générale, panneaux de signalisation, recherche, enseignement, littérature, administration, etc. Et les justifications à cette standardisation, c'est d'abord un postulat, ce que j'appelle un postulat en tout cas, de nécessité. Les sociolinguistes catalans, je vous donne juste un exemple, les sociolinguistes basques, l'exemple que je viens de citer, les sociolinguistes bretons également, et je vous épargne la lecture de la liste, vous aurez la bibliographie à la fin. Et donc, tous considèrent que la standardisation est nécessaire. Mais à aucun moment, c'est remis en cause. Et les raisons pour lesquelles cette standardisation est nécessaire, c'est d'abord, selon Hewitt par exemple, le caractère indispensable de l'écriture. Alors, je ne vais évidemment pas contester le caractère indispensable de l'écriture dans nos sociétés, mais quand on prend un peu de recul et qu'on considère que la majorité des langues du monde sont uniquement orales, c'est intéressant de se poser la question de la nécessité du standard par rapport à cet argument-là en particulier. Et surtout, on peut avoir une écriture ou des conventions graphiques n'impliquent pas qu'il n'y en ait qu'une. On peut avoir des conventions graphiques, et l'exemple breton est assez intéressant de ce point de vue-là, puisqu'on a pendant longtemps des éditeurs qui ont coexisté avec, différentes orthographes en usage dans chacun.
L'autre argument assez fréquent, c'est l'unité qu'exige l'utilisation supradialectale. Alors c'est un argument de Garavito et Cartea, et voilà, mes références datent un peu, mais voilà, on a à nouveau toujours dans ce même article, cet argument-là. Il a été question d'une forme de breton du Trégor. C'est vrai, j'ai utilisé certaines tournures trégoroises, c'est du breton, point. Je ne souhaite pas opposer des bretons différents. Donc c'est aussi voilà, quelque chose à laquelle j'ai été confronté. Mais je suis content de voir que... Enfin, content, non. En fait, ça n'a pas changé. On pourrait argumenter que depuis que j'ai écrit mon article, et depuis les années 2013-14, les choses ont changé. Pas vraiment, on est toujours dans la même logique. L'autre argument, et là j'ai aussi un exemple très récent, même si j'en avais eu d'autres avant, c'est celui de la simplification pédagogique, supposée nécessaire aussi. Et donc là, l'argument, c'est, je vous donne le contexte, c'est une étudiante qui était en stage dans un organisme qui fait du doublage en breton, donc vous l'identifierez sans mal, puisqu'il n'y en a qu'un, c'est l'association de l'Isalé, et donc elle faisait un stage de doublage, c'était fin d'année dernière. Et j'ai eu son rapport de stage avant l'été, et elle cite ce cas, alors c'est pas la phrase en question, hein, mais vous voyez, j'ai traduit le rapport. On pensera tout de même aux utilisations qui seront faites de la VB, donc la version bretonne. Il ne faut pas utiliser de formes trop inattendues, de mots totalement inconnus ou de formes très locales, car les films serviront à certaines personnes pour apprendre ou enseigner la langue. J'avais par exemple utilisé la forme « Robert Petraout », « Tu fais quoi ?», parce qu'elle permettait une meilleure synchronisation labiale, qui est un des critères clés dans le doublage et qui fait que le doublage français et breton aussi, puisque l'école de d'Isalé, c'est l'école française, est de qualité, en fait, est considérée comme de qualité. Si vous allez à l'étranger et que vous regardez des films doublés en Espagne ou en Allemagne, il est assez probable que vous soyez gêné par le visuel, en fait, le fait que ça ne coïncide pas du tout avec le mouvement des lèvres. Et donc là, elle m'a envoyé cette image parce que justement, on voit très bien que les bilabiales sont facilement identifiables dans le dessin du loup. Et donc, forcément, il fallait en tenir compte. Et donc, elle poursuit, le directeur artistique a changé la traduction. Je sais que certains le disent, m'a-t-il expliqué, mais il ne faut pas compliquer les choses pour les jeunes enfants. Alors, pour reprendre un petit peu l'explication, en fait, il lui a fait changer en lui faisant rajouter Robert Petra Mout, donc une bilabiale, me, parce que c'est l'utilisation comment elle appelait ça, d'une forme du verbe être de localisation. Donc, tu te trouves en train de faire quoi? Et sauf que dans Robert Petraout, alors c'est ce que moi je dis dans ma variante dialectale, ben ça ne pouvait pas passer parce que ça aurait compliqué les choses pour les enfants, bon, ou pour les enseignants. Et donc, les limites que je vois, entre autres sans doute, hein, je ne prétends pas avoir été exhaustif, c'est d'abord par rapport à l'application concrète d'un standard écrit. Bon, on se doute bien que ça va impliquer d'utiliser une orthographe standard, une convention graphique et une seule si possible. Et d'ailleurs, les institutions régionales, me semble-t-il, vont dans ce sens de ne subventionner que les écrits qui utilisent une orthographe majoritaire que j'ai citée tout à l'heure. Interdiction de tout localisme. Donc ça veut dire qu'on interdit de fait des pans entiers du lexique, puisque les localismes, ce n'est pas seulement ce que je viens de mentionner, de la morphosyntaxe, c'est aussi du lexique. Et donc, voilà, la morphosyntaxe, évidemment, à plus forte raison. Et je pose la question on l'interdit dans les contextes, voilà, dans l'administration, je ne mets pas trop de points d'interrogation parce que je me dis qu'en effet, c'est assez contrôlable. L'administration peut décider de ce qu'elle va publier et donc contrôler ce qui va être écrit en breton. Sur les panneaux de signalisation, alors, panneaux de signalisation routière, c'est aussi assez contrôlable puisque ce sont les acteurs publics, évidemment, qui vont demander la traduction à l'Office public de la langue bretonne, et donc il y a relecture, etc. Donc il y a un processus qui est bien rodé et qui est efficace. Mais quand on parle de, par exemple, des panneaux d'un musée, d'un château, etc., est-ce que là aussi il s'agit de n'avoir qu'une langue standard et donc d'interdire tout localisme? Voilà, c'est une question. Alors c'est pas le cas dans les traductions qu'on fait en breton. Je sais que l'Office public de la langue bretonne a une politique assez claire là-dessus, qui est que quand le demandeur vient d'une région, d'un département en particulier donné,
on traduit dans la variante dialectale de cette région-là, mais c'est parfois contredit, et je pourrais revenir sur des exemples plus précis si on a le temps après. Dans la presse, je peux vous dire que dans la presse en breton, il n'y a pas d'interdiction des localismes, il n'y a pas de tentative de standardisation, mais peut-être aussi parce que la presse en breton, elle est là aussi limitée. Il y a un hebdomadaire, il y a un mensuel, et encore, je ne sais même pas s'il est paru récemment. Et donc, dans l'hebdomadaire en particulier, les journalistes sont en fait des bénévoles. Donc, sans doute que le journal serait assez malvenu de venir leur expliquer comment il faut qu'ils écrivent. S'ils sont bénévoles, enfin, ils sont rémunérés peut-être un petit peu pour ce qu'ils écrivent, mais ce n'est pas leur métier, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas leur métier d'être journaliste et d'écrire pour ce journal. Et en littérature. Alors là, en littérature, qui est quand même le champ par essence de la créativité, moi je me demande où est-ce qu'on fixe l'interdiction des localismes, pour ne pas parler de censure en fait. Comment on décide? Qui décide? Est-ce que c'est l'éditeur? Pourquoi? Selon quels critères? Est-ce qu'on se prive de ce que souhaite écrire, par exemple, un écrivain qui écrirait en Vantais ou en Trégorois, comme on l'a vu tout à l'heure, ou est-ce qu'on le laisse publier et s'exprimer comme il s'exprime au quotidien, en fait, c'est aussi ça. Bon, application concrète à l'oral, là, ça posera d'autres questions. Et donc, je vous rappelle les domaines qui sont concernés, notamment du point de vue basque, l'administration, mais c'est valable pour le breton, puisque c'est le modèle, administration, cinéma, enseignement, radio, télévision. Donc on ne recrute que des locuteurs de standard pour animer les émissions. Alors ça veut dire que moi je ne peux pas être embauché à France 3. Ça tombe bien, ce n'était pas dans mes objectifs, mais ça pose quand même une petite question. Pour le personnel en contact avec le public seulement ou pour tout le personnel de ces organismes, comment on fait? Et puis il y a la question des invités. Vous savez bien que les médias, ils ne fonctionnent pas avec juste le personnel salarié. Donc comment on fait pour les inviter? Si un journaliste va chercher quelqu'un dans une manifestation pour le breton, pour lui parler breton pour son émission en breton le soir même, est-ce qu'il va lui dire bon, alors je t'interviewe, mais tu me parles standard? Ça ne marche pas. Enfin, il va juste parler comme il parle d'habitude et point barre. On ne va pas lui imposer de parler standard. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait un peu étrange. Donc, alors à moins, évidemment, il y a d'autres cas où on invite les gens, et là, effectivement, on peut éviter d'inviter les gens qui parlent autre chose qu'une variante qu'on va considérer comme assez proche du standard. Et puis, il y a les usagers, notamment les usagers de l'administration. Si je vais à l'administration de la région Bretagne, en admettant que j'arrive à y trouver quelqu'un qui parle breton, est-ce qu'il va refuser de me renseigner si je lui parle vantais? Pareil, on veut que le standard existe dans l'administration parce que c'est un contexte formel, mais est-ce qu'on va m'interdire de parler ma variante? Enfin, voilà, c'est la question très concrète que je me pose en lisant ces propos. Et puis il y a d'autres questions qui sont valables pour les deux, là, écrit ou oral, c'est quelle est la référence sur le standard? Alors le PIPEC nous dit c'est l'ensemble des manuels, etc. Oui, d'accord, mais si on prend l'assimile sur lequel moi j'ai travaillé, il est écrit dans une orthographe. Si on prend l'assimile revu et corrigé par Di Carvela plus récemment, il est dans une autre orthographe. Donc, en fait, depuis le début du XXe siècle, on a 3 orthographes au moins, non plus. On a aussi l'orthographe vantesse qui coexiste. Donc, où est la référence? Et puis aussi, qui décide? Et puis en plus, voilà, qui décide au quotidien? Parce qu'on sait que les dictionnaires... alors c'est valable des dictionnaires, et c'est pas moi qui le dis, c'est une traductrice qui a été présidente de la Société française des traducteurs, qui disait les dictionnaires sont toujours périmés avant même leur publication. Et c'est vrai, en terminologie spécialisée, c'est vrai, c'est-à-dire que le champ bouge, la langue bouge, et donc forcément, le dictionnaire, il arrive en retard, c'est une photo à un instant T, et ça ne prend pas en compte la suite, quoi. Donc si ce sont les dictionnaires les références, comment on fait pour les cas qui surviennent, là, comme ça, impromptus, on ne les avait pas prévus, mince, c'est pas dans le dictionnaire, comment on fait? Quelle est la référence? Qui décide? Et donc quelle est la police du standard finalement? Donc moi, une autre limite, je vous parle des limites d'application concrète, une autre limite c'est le raisonnement qui fait qu'on souhaite appliquer et imposer des standards. D'abord, je reprends Baggioni à nouveau, qui explique, alors je vous résume, il y a plein de citations et différents passages dans son ouvrage,
La stabilisation d'un standard se fait d'abord par consensus, on cherche la légitimité, l'accord des acteurs, puis par autorité. Bon. Et puis on a un autre raisonnement qui est le standard, c'est pour la sphère formelle publique et le dialecte pour la sphère informelle privée. Ça doit vous rappeler des choses, notamment par rapport à ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire ce qu'on nous renvoie pour l'usage des langues régionales, dites régionales. Donc la variante, alors c'est Garabide El Cartea qui le dit, la variante standard n'est pas l'adversaire direct des variantes car elle n'aspire pas à occuper leurs usages, mais les domaines d'usage de la langue dominante, l'enseignement, les moyens de communication, l'administration et la ville. Donc quand on est dans une situation diglossique avec deux langues, dont une dominante forcément, l'objectif du standard c'est de remplacer la langue dominante. Mais on reproduit ce faisant la domination, le rapport de pouvoir et la fracture. La fracture socio-linguistique qui fait que les locuteurs pour qui le breton est la langue maternelle, par exemple, ne vont pas se reconnaître dans le breton qu'ils entendent dans les médias, qu'ils lisent éventuellement dans la presse, qu'ils essayent de lire, et donc ils considèrent qu'ils n'ont pas le bon breton. Et donc ça, c'est pas moi qui le dis non plus, hein, c'est l'expérience de Madeleine Atkins qui était allée interroger des locutrices de breton, elles étaient tout à fait d'accord jusqu'à ce que la nuit passe, et la nuit porte au conseil, je ne suis pas sûr d'avoir le bon breton, donc je ne sais pas si je vais vous répondre, quoi. Donc bon, elle explique ça très bien, et elle explique aussi très bien que ça vient justement de ce que Jeanne nous a expliqué, c'est-à-dire de l'idéologie liée au français, en fait, dont les locuteurs et locutrices de breton sont imprégnés forcément. Et la fracture, donc, elle est confirmée par l'expérience basque, puisqu'il nous cite aussi que privilégier certaines variantes par rapport à d'autres fit naître chez certains le sentiment que leur dialecte était méprisé ou mis à l'écart. Et il y eut de nombreux témoignages de personnes bascophones qui renoncèrent à leur langue maternelle parce qu'elle était considérée comme vulgaire ou de peu de valeur. Alors le mot important ici pour moi c'est valeur, hein, quelle valeur on accorde Et effectivement, selon le domaine d'utilisation qu'on veut bien accorder à telle ou telle variante, eh ben, on va lui donner une certaine valeur, et ça c'est un peu risqué. Donc l'expérience bretonne, je vous en ai parlé déjà, donc je passe. Et puis il y a toutes les questions liées que j'ai posées dans la diapo précédente en fait. Là aussi, on a des valeurs différentes à des variantes linguistiques. Est-ce que ça implique de la discrimination ou, comme le dit Philippe Blanchet dans son ouvrage, la glottophobie finalement? C'est-à-dire, est-ce que si je vais à un entretien d'embauche pour France 3, on va me dire « Ah non, désolé, vous ne parlez pas le bon breton », quoi. Probablement. Alors les logiques sous-jacentes, je vais en relever quelques-unes, je ne prétends pas là non plus à l'exhaustivité. On a dans l'enseignement le prétexte des enfants. Qui, sans standard, sans unité, et ça va jusqu'à un terme, un concept, serait perdu, paraît-il. Et donc ça produirait une insécurité linguistique. Alors ça me dérange un petit peu ce prétexte-là, parce que d'abord les enfants ont des neurones qui vont légèrement plus vite que les nôtres, et donc ils sont plus aptes à faire les liens qu'il faut voilà, entre les variantes, justement, que nous, adultes. Et en fait, j'ai l'impression qu'on reproduit un fonctionnement, un apprentissage adulte, qu'on projette en tout cas cette façon d'apprendre de l'adulte sur des enfants qui n'apprennent pas comme nous. Ce sont des éponges, c'est tout, ils s'imprègnent. Et l'autre point qui me gêne aussi, c'est que en fait, ils sont déjà confrontés à de la variation. Et en plus, comme ça a été très bien rappelé ce matin par Bertrand, on essaye de leur faire apprendre deux langues dans l'enseignement bilingue. Donc comment on pourrait leur expliquer qu'on peut dire table et taule, mais qu'on ne pourrait pas dire la même chose de deux manières différentes dans la même langue? Alors, la synonymie, c'est juste inhérent aux langues. On ne va pas la supprimer du jour au lendemain, quoi qu'on fasse. Et c'est d'ailleurs le cas en terminologie aussi, ce qui met à mal la définition même de terme. Mais bon, c'est un autre sujet, je ne vais pas y revenir. Dans l'enseignement, on a aussi la logique qu'il nous faut des normes de référence pour distinguer les fautes. Et c'est la logique de la sanction que vient de rappeler Jeanne aussi. Oui, mais comment on va faire pour corriger des copies, en fait? Bon, alors là, on a un autre problème qui est très général à l'enseignement, c'est l'évaluation. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, dans le débat, parce que c'est un gros morceau quand même, y compris à l'université, ou peut-être surtout à l'université, je ne sais pas. Et puis, il y a l'idéologie française. J'y reviens pas non plus, parce que Jeanne l'a très bien détaillé, et puis Atkins en parle aussi pour les locutrices de breton qu'elle a pu interroger. Une autre logique qui est un peu gênante, c'est la logique du pouvoir, forcément. Donc la logique de la majorité. Alors là, l'exemple que je donne dans l'article, mais je le détaille un peu plus, c'est le fait que Gouache est devenu standard
mais que, paradoxalement, ce n'est pas Peur-une-Vende. Parce que l'orthographe Peur-une-Vende, ce serait ZH. Parce que moi, je dis Guer, ou Djer même. Et donc, Gwesh, qui est devenu standard, c'est juste une logique de la majorité. Et qu'effectivement, dans les atlas linguistiques, la majorité des locuteurs prononcent Gwesh. Mais on a 20% quand même, alors si je me souviens bien des chiffres, 20 ou 22% des locuteurs qui disent Djer, comme moi je le prononcerais, et puis il y en a d'autres qui disent Gwes, c'est-à-dire qui prononcent le Z en finale, donc ça donne un S, mais voilà, et ils ne prononcent pas Gwesh. Donc, mais ça, c'est devenu standard. Donc quand je traduisais pour la région Bretagne, il fallait que j'utilise Gwesh plutôt que Djer, qui est la forme Peur-une-Vende, la forme de l'écriture dominante. Vous voyez les paradoxes. On a la logique du centre, qui est expliquée dans l'ouvrage des Basques. Le dialecte central, c'est là-dessus qu'on va se baser pour définir le standard, parce qu'il présente le moins de variations, etc. La logique de l'histoire. Alors justement, comme toujours au Pays Basque, le dialecte central présente le moins de variations, ça tendrait à montrer que les variantes et la variation dans les dialectes plus périphériques n'est pas une question de durée, enfin de temps, mais une question de distance, et donc on va pouvoir se baser légitimement sur le dialecte central, parce que là, il y a moins de variations, et puis c'est plus proche de toutes les autres variantes, en fait. Mais bon, c'est toujours une logique de pouvoir. Et si on pousse les logiques jusqu'au bout, bah, parlons tous anglais. Mais c'est vrai, à quoi ça sert de parler français même, hein, parce que ça a été rappelé aussi à l'instant, donc effectivement, ça n'a pas de sens, cette logique-là. Et puis on a un contre-exemple relatif du plurilinguisme de l'anglais lui-même. Parce qu'en anglais, ça ne pose pas de problème de savoir qu'on peut écrire standardization avec un S ou standardization avec un Z, l'une étant plutôt britannique et l'autre étant plutôt américaine. Bon, ça se transforme après, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, mais c'est relatif évidemment, parce que, enfin, sachons quand même que l'anglais n'a pas d'académie. C'est intéressant. C'est pas indispensable d'avoir une académie, en fait. Et puis, on n'a aucune démonstration scientifique de la nécessité du standard. Garabide Alcartea nous décrit bien le processus, mais ne nous prouve pas que c'était nécessaire. Ils nous disent juste que c'était l'intuition d'un linguiste qui, à Arantzazu, a expliqué qu'on comprenait bien que ça ruait dans les brancards, mais on ne pouvait pas laisser le peuple décider parce qu'en la matière, il n'a pas forcément les connaissances qu'il faut, etc. Donc, bon, bah, voilà. Donc c'est basé sur l'intuition d'un linguiste qui pense qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais il n'y a pas de démonstration. D'ailleurs, voilà, il y a une démonstration a posteriori. Parce que dans cet ouvrage-là, on nous dit tout le monde est d'accord maintenant pour dire que le standard a été utile. Bon, bah, très bien, mais c'est une démonstration a posteriori. On ne nous a pas prouvé qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement, en fait. Alors, quelques pistes pour un changement de logique, pour ne pas rester sur ces notes un petit peu négatives quand même, disons-le. Le changement de logique que j'aimerais proposer, puis je ne suis pas le seul d'ailleurs, Philippe l'a fait aussi, c'est de passer d'une reproduction idéologique de modèles dominants, parce qu'en Bretagne, finalement, pour le breton, on reproduit le modèle français ou le modèle espagnol, qui est assez similaire, via l'exemple basque, avec les logiques de la faute, de la forme correcte unique et de la diglossie interne, à une logique où on favoriserait plutôt l'ouverture, la richesse de la diversité. C'est un point sur lequel d'ailleurs tous les traducteurs sont d'accord, hein, la richesse de la diversité dialectale qui leur donne des solutions en fait, et le droit à la singularité. Alors là, je pense qu'on est dans le droit culturel pour le coup. Je n'ai pas bien étudié la question, mais j'ai été bien éclairé par l'intervention de Charles Quimbert ce matin. L'éducation à la diversité, c'est une première piste. Cultiver les locuteurs et non la langue, parce que toujours dans le même ouvrage de Garabide Alcartea, il est question d'une langue cultivée, qui seule pourrait contrer la langue dominante, en fait. Oui, et en même temps, si on se préoccupait des locuteurs, c'est eux qu'on cultiverait pour leur dire, vous voyez, là on dit comme ça, mais là on dit comme ça, et là on dit comme ça, et pourquoi pas. Tout ça, c'est bien. Promouvoir l'ouverture à la variation, parce que ce n'est pas une évidence, et ce n'est pas une évidence non plus, notamment pour les enseignants, alors pour le breton, qui assez souvent sortent d'une formation longue, mais pas assez longue, hein, disons-le, parce qu'effectivement, la variation, c'est quelque chose de compliqué à appréhender, ça prend du temps,
Mais voilà, on pourrait travailler là-dessus avec eux, on pourrait travailler sur une formation continue aussi, s'ils avaient moins d'heures devant les élèves. C'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis impliquer les locuteurs, professionnels ou non. Donc les outils collaboratifs, là on veut faire les choses par le haut. C'est comme ça qu'il faut dire. Bah, oui, mais aller dire ça à des locuteurs qui ont le breton pour langue maternelle, c'est parfois compliqué. Valoriser les archives écrites et sonores. Je fais référence à un texte du Conseil culturel de Bretagne où il est question de cette valorisation qui est à faire encore, notamment sur le plan linguistique. Dastum arrive pour la Bretagne à valoriser le répertoire culturel, mais pas bien à valoriser les enquêtes linguistiques. Concevoir l'enseignement comme un accompagnement plutôt que comme une transmission. Bon, c'est un gros morceau aussi, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc voilà, quelques pistes. Et puis, toujours dans élaborer les outils correspondant aux besoins du terrain. Et là, c'est voilà, le contraire de faire les choses par le haut, c'est d'essayer de savoir de quoi les gens ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin, par exemple, de la traduction de tel éditorial qui, en breton comme en français, est difficile à comprendre parce que c'est de la langue de bois, en fait. Donc ça, c'est mon expérience. Je le glisse comme ça, mais c'est vrai que... Bon, et de fait, on nous dit après, oui, mais en breton, dis donc, la traduction est vachement compliquée. Et t'as lu le français? Parce que moi, traducteur, parfois, j'ai eu du mal à savoir ce que ça voulait dire pour les locuteurs ou les gens de telle commune. Je veux dire, ah, c'est beau, le dynamisme, etc. Mais c'est la langue qu'on connaît tous, on comprend tous les mots. Hein. Mais quant à savoir ce que ça veut dire concrètement, c'est plus compliqué parfois. Et le traducteur est bien placé pour ça. Alors, on pourrait aussi faire, plutôt que d'essayer d'imposer une variante ou un standard, on pourrait essayer de faire plutôt l'inventaire et inventer justement des manières de mettre cet inventaire à disposition. Et donc documenter toutes les variantes dialectales. Alors je vous donne l'exemple d'un tableau, il est incomplet, hein, parce que là il n'y a même pas la variante à laquelle moi je me réfère, qui est le valencien, c'est pour le catalan. Dans le Dictionari Català Valencia Balear, on a la possibilité d'accéder à différentes formes de conjugaison. Et vous voyez la diversité justement. Hein, pour l'optative, là c'est le subjonctif imparfait, grosso modo, vous voyez la diversité des formes possibles pour un dialecte, le dialecte occidental ou le dialecte oriental, enfin, c'est énorme. Et si on faisait ce travail, on donnerait accès aux enseignants notamment à un répertoire qui dirait « Ah oui, ça c'est pas une erreur », parce que les erreurs existent, je ne vais pas vous le cacher non plus, il y a des fautes évidemment, et j'en relève tous les jours, mais c'est pas, ça permettrait de dire « Ah, ça c'est pas une erreur, par contre c'est une variante qui est répertoriée, qui est attestée ». Parce que personne en Bretagne peut prétendre connaître l'intégralité des variantes dialectales du breton. Personne. Donc il faut faire ce travail-là, et collaborativement forcément aussi. Du dictionnaire, ah oui, la proposition serait passer du dictionnaire, qui est un outil souvent prescriptif, au corpus, qui lui est un outil descriptif, qui peut être perturbant, qui n'est pas forcément adapté à un apprentissage ou à des locuteurs en apprentissage, mais qui est quand même un outil intéressant. Et puis, je propose la terminologie collaborative. Alors, j'ai proposé un outil qui est encore à développer, qui a beaucoup de défauts, mais c'est une piste, en fait, et on en a parlé en janvier au laboratoire Celtic BLM, parce que je pense que ce serait effectivement intéressant de répertorier la terminologie, là encore dans du descriptif plutôt que du prescriptif, et donc répertorier tout ça pour au moins permettre une stabilisation, une argumentation, un échange sur ce qui doit être adopté comme terme pour telle ou telle notion. Je ne sais pas, de géographie par exemple, c'est les exemples que j'avais pris dans cette conférence début janvier. Dans l'enseignement, on pourrait aussi avoir des dispositifs innovants. Je vous parle d'un projet là, de thèse qui est en cours, qui est à la fin, mais en cours quand même, de transcription collaborative, parce que la transcription permet d'aller dans le détail de la morphosyntaxe, du lexique, de la prononciation, et de constater aussi parfois que la prononciation elle varie pour un même locuteur, et c'est pas un problème, notamment des voyelles en breton. Donc je ne peux pas en dire grand-chose parce qu'il n'y a pas d'écrit encore publié sur ce projet-là. Enfin, je peux vous en parler, mais je ne peux pas vous faire référence à des publications. Et puis, dans l'enseignement, on peut utiliser des sources variées, c'est possible, il y en a plein, écrites et sonores.
Et même la maison d'édition dépendante de l'Éducation nationale, TES, TM Banderskolie pour le breton, a des contes, par exemple, qui sont racontés par des locuteurs vendais et d'autres, des chansons voilà, qui sont racontées par des locuteurs d'autres zones dialectales, et c'est très bien. Donc il y a moyen de s'appuyer sur cette diversité-là, et les enfants aiment beaucoup en plus. Et puis, il y a encore tout un tas de supports à imaginer, à mon avis, justement pour permettre que cette variation-là ait le droit d'exister. Et donc, dans les priorités, je verrais bien la sécurité linguistique, mais alors pas au sens où certains l'entendent de « il faut absolument qu'on sache quel terme utiliser, parce que sinon les gens ne vont pas être sûrs », mais plutôt dans le sens où on va reconnaître vos façons différentes de parler. C'est ce que disait Charles Quimbert très bien ce matin, c'est le besoin de reconnaissance, et donc on attribue ainsi une valeur égale à tous les parlers, justement. Le respect du choix d'ancrage, voilà, si les apprenants peuvent évidemment souhaiter ne pas s'ancrer dans un dialecte particulier, mais s'ils le souhaitent, on peut respecter ça et les accompagner dans ce choix. Ça ne veut pas dire que l'enseignant sera capable d'aider l'apprenant jusqu'au bout, mais il peut l'accompagner et lui donner les outils pour le faire. Et puis, peut-être qu'il serait important aussi de rappeler que les compétences métiers devraient, ou les qualités éditoriales, disons, en littérature, devraient être prioritaires par rapport à la variante dialectale. Parce que c'est l'assurance de non-discrimination à l'embauche ou à la publication, pour cause de variante dialectale, par exemple, dans les domaines que je vous ai mentionnés, l'enseignement. J'ai entendu parler du doublage aussi, on m'a dit, bah, tiens, tel acteur, il n'est plus du tout appelé par l'ISALE parce qu'il parle vantais. Le pauvre. Voilà, bon, c'est aberrant. C'est aberrant parce que aussi, je ne l'ai peut-être pas dit, et je vais le dire après. Oui, je vais le dire après. Parce qu'il faut une exposition équilibrée. Si on me dit, alors non, là tu traduis pour le Festival interceltique, mais tu ne vas pas utiliser Bléat qui est pour année, parce que c'est vantais et qu'au Festival interceltique, tu sais bien, il y a des gens qui viennent de partout en Bretagne, oui, et même de partout en France et en Europe, donc tu vas utiliser Bloaves. Je dis, ah bon, bah, comment ça se fait? Mais si les locuteurs qui viennent d'ailleurs en Bretagne ne savent pas, en venant à Lorient, qu'à Lorient et en vantais, on dit Bléat, quand est-ce qu'ils vont le savoir? Quand est-ce qu'ils vont être capables de comprendre ça si quand ils viennent chez nous, en vantais, ils n'y sont pas confrontés? Ça ne marche pas non plus. Donc une autre priorité que je propose, c'est que dans les traductions écrites, le lieu de diffusion de l'écrit ou le lieu concerné par l'écrit soit le guide pour savoir dans quel dialecte on va traduire. Et alors évidemment, il y a aussi, pour les publications régionales notamment, les actualités sur le site de la région, si vous allez voir, il y a aussi des lieux concernés par des publications de la région qui sont en Haute-Bretagne, où évidemment on ne va pas pouvoir se raccrocher à une variante du breton donnée, ou qui concernent des sujets non localisés, par exemple la formation professionnelle ou voilà, autre chose. Et donc à ce moment-là, ce qu'on peut organiser, c'est une répartition, une rotation entre les différents traducteurs qui traduisent dans différentes variantes dialectales pour que l'exposition des lecteurs de ces actualités à des variantes dialectales soit équilibrée. Mais ça peut s'organiser, ça ne me semble pas infaisable, étant donné les volumes traduits, qui sont énormes, hein, et qu'il soit bien clair que je ne crache pas sur le travail que fait l'Office, qui est extraordinaire, en volume notamment et en traduction. Et donc, mais voilà, il y a moyen d'organiser ça, c'est pas infaisable, et c'est juste de la gestion de projet, en fait. Et je crois que je concluais là-dessus, donc je vous laisse, mettez vos lunettes, la bibliographie. Enfin, c'est tout ce que j'ai cité, mais évidemment, il y a tout ce que je n'ai pas cité qui est aussi dans l'article, donc je pourrais vous renvoyer à l'article ensuite. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, merci pour cette intervention qui complète bien les autres. Donc, est-ce qu'il y a... Ah, j'ai encore oublié mon réveil. Il nous reste, je crois, 5 minutes, c'est ça, pour être à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a une question au milieu. Ouais, au milieu, là.
Donc pareil, merci de se présenter. Bonjour Jérémy, je suis bibliothécaire à Trédaniel. Je me posais des questions un peu sur ce que vous présentiez, sur les limites de quand est-ce que c'est une faute ou pas. Et ça me faisait penser à une lecture que j'ai eue il y a pas longtemps d'une femme qui s'appelle Louisa Yousfi et qui a écrit sur le retournement du stigmate plutôt là des Français qui ont des langues minoritaires plutôt du Maghreb notamment. Et elle s'intéresse à un groupe de rap qui s'appelle PNL, qui est un groupe de rap. Moi, quand j'essaie de l'écouter, je ne comprends pas grand-chose à ce qui s'y passe. Mais il s'avère que du coup, là, il surjoue en fait une forme de français qui est complètement bigarré, avec plein d'emprunts à plein de langues différentes, d'ailleurs qu'elles soient régionales ou internationales. Et ils en font une sorte de gros chaos. Et ce qui est étrangement, du coup, cette langue-là, qui du coup n'est que faute, entre guillemets, quoi, il s'avère que la langue de PNL, ce groupe-là, il est, je crois que c'est un des groupes qui est le plus téléchargé sur Spotify. Et que, étrangement, du coup, une langue qui serait absolument minoritaire devienne la langue la plus écoutée. Et du coup, j'ai l'impression que des gens arrivent à aller à travers ce truc cryptique pour pouvoir en faire plein d'outils. Et tout ça pour dire, je me demandais à quel point, du coup, avec le gallo et le breton, à quel point aussi il pouvait y avoir en fait de l'infusion en fait au-delà de la faute, de juste une sorte de créolisation dans lequel en fait on puisse utiliser. Est-ce que la langue se perd si juste en fait tout est truffé de toutes les langues, ou est-ce que c'est une autre manière de pouvoir valoriser les langues qu'on abrite à l'intérieur de soi? Je me pose la question et je me demande s'il y a des expériences par rapport à ça. Je ne sais pas si je saurais répondre. Ce que m'évoque la question, c'est le fait que, pour ma part, je vais dans le sens de m'approcher le plus possible du breton du village de ma grand-mère. Et je l'utilise tout le temps, je l'utilise au quotidien, y compris quand j'ai fait des formations, des initiations à la traduction, dans les formations de breton. Et ça n'a pas l'air de poser problème. Alors peut-être parce que j'explique que je peux traduire justement, comme disait Bertrand ce matin, dans le dialecte majoritaire, ou expliquer ou donner un autre mot aux apprenants, donc ça n'a pas l'air de leur poser de problème. Par contre, ce qu'on renvoie en retour, c'est « Ah ouais, bah toi et un tel, vous avez des bretons enracinés ». Et ça a l'air de donner envie plutôt que l'inverse. Donc peut-être que c'est lié aussi. Alors je ne parlerai pas de créolisation, parce que là, au contraire, je vais chercher... alors, ce qui est déjà un créole, disons-le, parce que le breton de ma grand-mère, de toute façon, le village de ma grand-mère, il est à la frontière linguistique. Donc, évidemment qu'il y a plein de français, de tournures françaises, de mots français, etc. Et c'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc, effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est la diversité dans tous les cas. Et là, il est question d'art. Donc, peut-être que l'approche est encore différente avec la musique qui intéresse aussi. Donc dans la langue, je ne sais pas s'il y a créolisation, et je ne parlerai pas en tout cas du standard ou de la variante qui est enseignée comme d'un créole. Ça ne me semblerait pas être la définition. Mais en même temps, c'est quand même un breton moyen, c'est-à-dire on fait avec ce qui semble majoritaire à un moment. Je ne suis pas sûr de répondre à la question, mais... non, peut-être que vous souhaitez qu'on enchaîne et qu'on reparle. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ici. Yves. Bonjour. Yves Bourdeau, conteur gallo, originaire du nord de la Loire-Atlantique et puis vilotin nantais depuis à peu près 47 ans. Je vais juste commencer par une expérience personnelle. Moi, j'ai découvert le gallo avec mon père à travers les histoires qu'il racontait. Et puis eh bien, je devais avoir 18 ou 19 ans lorsque je me suis rendu compte que ma langue bretonne, eh ben, je l'avais. Moi, je croyais que pour me sentir breton, il fallait que j'apprenne le breton. Alors, à l'époque, j'avais tout l'équipement du néo
du néo-baba folke breton. Et quand j'ai fait cette découverte, ça m'avait mis dans une grande colère intérieure. J'ai dit, tiens, mais voilà. Alors effectivement, à l'époque, le terme gallo n'était pas encore très très connu en Loire-Atlantique. Enfin, je pense qu'il a commencé à l'être avec la thèse de Serge Join sur le parler gallo en 1976. Et donc, oui, si, je l'aime, ma langue bretonne. C'est le patois. C'est aussi digne que le breton. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous dire. Et puis la deuxième, eh bien, je côtoie depuis très très longtemps le milieu culturel breton en Loire-Atlantique. Et malheureusement, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens que j'appellerais un peu des intégristes de la Bretagne, qui considèrent que hors du breton, point de salut, c'est-à-dire que la seule langue digne de représenter la Bretagne en Bretagne et à l'extérieur, c'est le breton. Et le gallo, on ne connaît pas, ou alors si on en a entendu parler, on fait tout ce qui est possible pour le tenir à l'écart. C'est bien sûr, c'est un ressenti personnel, mais je me pose une question depuis longtemps. Je me dis, est-ce que cette attitude que je qualifie de jacobine à l'échelle de la Bretagne serait pas favorisée par le fait qu'en Loire-Atlantique, on est un peu loin de la Basse-Bretagne. C'est-à-dire que plus on serait loin, plus on pourrait avoir ce comportement qu'on peut retrouver, je pense, peut-être à Rennes aussi. Voilà, j'ai peut-être lancé une bombe, mais ce n'était pas mon souhait. Merci. Je partage le constat. J'ai un ami qui était allé en stage en Bretagne, j'habitais à l'époque à Angers, il était revenu, il m'avait dit j'en ai tiré une conclusion, c'est que en fait, la Bretagne, c'est 10 km autour de celui qui en parle. C'est intéressant. Mais bon, voilà, oui, pour moi, il y a effectivement un problème de concurrence qui n'a pas lieu d'être. Je pense qu'il y aurait mieux à faire, en fait, à travailler ensemble, plutôt que d'être en concurrence. Il y a un exemple très clair, c'est la traduction des premiers panneaux bilingues dans le métro rennais. Voilà, c'est assez symptomatique et ça date, mais voilà, n'empêche que ça existe cet exemple et que c'est quand même regrettable. Et puis ça donne des problèmes de communication derrière, parce que j'avais un enseignant à l'université, que tu as dû avoir aussi d'ailleurs, qui disait « Ah mais oui, j'ai vu le breton là, et c'est bizarre, et pour sortie ils disent des sortes, c'est... » Ouais, je me suis dit, dis donc, s'ils n'ont pas plus d'imagination, qu'est-ce que c'est que le breton en fait ? Et j'ai dit, oui, en fait, vous étiez dans la station Charles de Gaulle, c'est du gallo et pas du breton. Bon, et le gallo, c'est de la même famille que le français. Donc mais je me trouvais à expliquer ça à un universitaire. Oui, donc, du point de vue de la communication, on a raté, le coup a été raté, c'est certain, pour les deux langues, pour le breton comme pour le gallo. Donc moi, je le regrette, je le dis, je l'explique dans plein d'écrits. Pour moi, il n'y a pas de concurrence entre les deux, il ne devrait pas en tout cas. Et par contre, sur le plan de la symbolique, il me semble que le travail qui a été fait pour le breton montre assez, notamment dans l'enquête de sociolinguistique de 2018 demandée par la région Bretagne, le travail sur le breton et l'affichage du breton montre que symboliquement, la population bretonne aujourd'hui est d'accord pour accepter le breton. Et ça a l'air d'avoir une répercussion, si je me souviens bien, mais je ne suis pas trop clair sur les chiffres, sur le gallo aussi. C'est-à-dire que, oui, le gallo, ok, pourquoi pas. J'ai l'impression que dans cette enquête, c'est ça qui ressort, même si ça n'implique pas que les gens vont être prêts à apprendre l'une ou l'autre des langues. Pas plus le breton que le gallo, pour le coup. Quand on leur demande s'ils vont apprendre, oh non, c'est pas pour moi, quoi. Donc sur le plan symbolique, la bataille me semble presque gagnée, disons. Mais effectivement, il y a quand même cette concurrence qui est dommageable aux deux langues entre breton et gallo. Et puis après, sur le plan de l'action et de l'apprentissage des langues, la bataille est loin d'être gagnée, par contre. Alors, une dernière question, hyper courte et réponse hyper courte, puisqu'on va aller manger. Juste pour revenir au catalan et aux exemples que vous avez donnés, je sais que vous le parlez en plus. Hein. Donc, en ce qui concerne le dictionnaire, c'est un dictionnaire de variation linguistique. Hein. Donc, son objectif, c'était déjà de
de récolter tout ce qui était, ce que fait Chubry pour le galop. Oui. Hein, d'accord. Mais il y a à côté un dictionnaire standard qui... normatif. Non, et juste pour l'exemple du catalan, le catalan qui accède au standard commun très tard au XXe siècle, donc au début du XXe siècle, il a déjà un standard qui est composé, puisque la variation était très très large déjà. Donc on a divisé en deux par rapport à l'utilisation du système des vocales, des voyelles, et aussi par rapport à l'utilisation de la première personne du présent, du singulier, du présent des verbes. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui écrit le catalan et qui est du pays valencien, il va écrire un « e » à la fin de son verbe, un « zéro » s'il est baléare, ou « i » s'il est du nord, donc du Roussillon, « o » s'il est d'un autre côté, du central. Donc ça veut dire que peut-être que ça peut aider à trouver une façon d'écrire pour le galop. Hein. Je pense que vous êtes en ce moment vraiment au noyau dur de cette standardisation qui devrait dépasser le simple orthographe, hein, de se dire, bon, on peut créer des standards très composés puisque notre variation est très très large aujourd'hui. En fait, sur la question du catalan, c'est assez clair que le catalan reste pluricentrique, dans le sens où l'Académie de la langue valencienne, l'Académie valencienne de la langue, définit aussi son standard, a aussi son... Non, mais c'est comme ça qu'il s'intitule, il ne faut pas que je me trompe, parce que ce n'est pas la langue valencienne, c'est l'Académie valencienne de la langue, et ils reconnaissent que c'est la même langue, mais ils définissent aussi leur standard avec leur propre dictionnaire normatif. Donc ça reste pluricentrique, même s'il y a effectivement des dictionnaires normatifs de tous les côtés. Là-dessus, je vais vous dire bon appétit.